j'appelle pour conclure, voilà, pour mettre les choses en perspective, Bertrand Hervieux et Joël Zask. Bertrand Hervieux, sociologue, Joël Zask, philosophe. Voilà, prenez chacun un micro. Et le temps que je boive un petit peu, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ? À quelles conditions, qu'est-ce que tout ça vous évoque ? On a parlé de transition alimentaire, on a parlé, alors j'ose reprendre ce mot de compromis, vers quoi on va et comment on va y aller. Je retiendrai 8 points de cette journée, puisqu'on parlait de rapport d'étonnement. Je ne prendrai pas 10 minutes par point, je vous rassure. Le premier point, j'ai entendu dire que l'on avait refusé 200 personnes à cette réunion. Je pense que c'est un point qu'il faut souligner, c'est extrêmement important de penser que la Fondation Carrasco a pu rassembler... Carasso, pardon, merci. Rassembler autant de monde, et l'on voit bien que tous les participants, et à plus forte raison ceux qui n'ont pas pu venir, sont particulièrement mobilisés sur le sujet. Ça n'était pas gagné, enfin, et on voit qu'il y a là une mobilisation qui monte autour de ces questions. Deuxième point qui ressort beaucoup de cette journée, qui était particulièrement intéressant, je trouve, c'est le rôle des collectivités dans la mobilisation et dans la mise en musique, dans l'orchestration des différents partenaires. Enfin, il y a une échelle, l'échelle des collectivités, alors qui est plus ou moins grande, hein, on est d'accord. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une échelle déterminée, hein, elle est mobile, enfin, c'est une échelle mobile en fonction des territoires, en fonction des mobilisations possibles, mais c'est un lieu, c'est un espace à la fois physique, social, culturel et institutionnel, très pertinent pour construire des dynamiques qui sont, en route. Le troisième point que je soulignerai, ça a été abordé un petit peu en fin de course, on a parlé du prix juste, on a parlé de la nécessité d'intégrer les externalités positives, pour parler de façon un petit peu pédante, c'est-à-dire l'environnement, la santé, les services rendus à l'agriculture, des services non marchands, comment les intégrer au prix. Je pense que c'est un grand sujet. Faut-il rendre marchands en les intégrant dans le prix ? On peut se poser la question. Et d'autre part, il faut aussi se poser la question de la politique agricole, parce qu'en réalité, l'idée du découplage qui était pensée d'abord comme la compensation de la baisse des prix et de l'abandon des prix garantis a été aussi pensée comme une rétribution de services non marchands rendus par l'agriculture à la société. Donc c'est un problème lourd, grave. Peut-être qu'on s'y retrouverait mieux, effectivement, si l'on passait d'une politique agricole à une politique de l'alimentation ou à une politique de la nourriture, comme ça a été demandé. En tout cas, c'est un débat extrêmement difficile. Nous savons que nous sommes très divisés en Europe sur cette question et sur cette façon de l'aborder. C'est peut-être aussi pour cela qu'on a juste levé le voile sans véritablement l'approfondir. Le quatrième point qui m'a frappé, c'est la question de la démocratie alimentaire, de la démocratie foncière, enfin des formes de démocratie participative qui émergent dans notre société autour de très grands sujets. C'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, qui est le jour des élections du président américain, nous voyons bien que dans toutes les sociétés démocratiques et dans les grandes démocraties, la démocratie est vraiment en crise. Nous sommes dans un grand trou d'air démocratique et de penser que, au fond, on peut peut-être repenser la démocratie autrement que par des grands systèmes, mais aussi par des formes
nouvelle, complètement pluripartenariale, limitée en quelque sorte, hein, sur des sujets qui n'essayent pas de tout prendre, même si ça balaye large. C'est effectivement enthousiasmant. Ça demande beaucoup de méthodes, ça demande beaucoup de réflexion, parce que, et on y a beaucoup insisté, et je crois que ça c'est un point très très fort, il faut prendre plus de temps à préparer la mise en œuvre de ce débat démocratique qu'à le conduire effectivement. Donc il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de maturation, il faut sûrement beaucoup d'humilité. Le cinquième point qui participe de ce quatrième, c'est la question de la recherche participative. Et là aussi, je pense que ce qui a été dit est très porteur de certains retournements. Enfin, tout n'est pas nouveau, mais enfin, ça a été quand même mis en valeur et mis en évidence, à savoir que il en va de la recherche comme des autres secteurs. Il y a plusieurs façons de faire de la recherche. Il y a plusieurs façons de construire le savoir. Et j'ajoute que si l'on veut véritablement que le savoir, que la connaissance soit partagée, il faut que les questions, il faut que les doutes soient eux-mêmes partagés. Sixième point, ça a été rappelé et ça a traversé les débats, je n'y assiste pas, c'est le concept d'une seule santé, hein, l'homme, l'animal et le végétal et l'environnement. Il est évident que cette question de la santé et de l'articulation entre alimentation, santé a traversé la journée. Elle a traversé la journée, mais ça mérite évidemment un approfondissement en soi. Mon septième point concerne le fait de saluer la reconnaissance de la pluralité des initiatives. Et ça, je pense que c'est un moment important dans le soutien du mécénat. C'est-à-dire qu'on a pensé un temps, il y a un peu une sinusoïdale sur ces questions. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on aimait soutenir des projets, et puis on s'est dit, au fil du temps, c'est bien gentil, mais enfin, une poussière de projets, ça ne fait pas véritablement du développement, c'est pas ça qui fait changer, qui fait bouger la société, ça reste cloisonné, etc. Aujourd'hui, on est dans une autre phase où, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à des nouveaux moyens de communication, grâce à une mobilité renforcée, la question de l'agglomération de multiples initiatives, la nécessité de les mettre en réseau, en valeur. Et là, on voit bien qu'une fondation comme celle-là joue un rôle extrêmement important qui permet de capitaliser cette diversité d'initiatives, de leur donner sens et de faire en sorte que ça fait système. Et ça fait véritablement système et ça pèse. Enfin, le huitième point, c'est mon dernier point. Je trouve que dans ce débat autour de l'alimentation, nous avons un peu trop escamoté au cours de cette journée la question culturelle. Vous venez de l'évoquer à l'instant, mais c'est un fait de culture, c'est un fait de civilisation, et on doit aussi pleinement le prendre par cet aspect. J'ai bien aimé l'expression de Damien Conaré sur le localisme cosmopolite. Je crois que cette espèce de paradoxe-là est à la mesure de ce que doit être cette question sur l'alimentation, c'est-à-dire aussi une question de respiration. Merci. Moi, je reviendrai vers vous, ne vous inquiétez pas. Hein. Joël Zask, qu'est-ce que ça vous évoque ? Notamment ces réactions liées à la diffusion des films de L214 sur les abattoirs. Moi, je suis très surpris. Alors, il se trouve que je connais la situation des abattoirs. Je suis très surpris que on a l'impression que les gens redécouvrent comment on meurt une vache et ce qu'on en fait. On a l'impression qu'ils redécouvrent que la viande, ça vient de ça. Oui, alors effectivement, je crois que ça touche à des tas de problèmes qui ont été abordés aujourd'hui.
Bon, je ne suis pas une spécialiste des abattoirs, ni même de l'élevage, j'ai écrit sur l'agriculture. Vous êtes une philosophe, c'est-à-dire une psychanalyse des civilisations. Voilà, bon, admettons. En tout cas, clairement, c'est... disons, peut-être que ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est la souffrance des animaux. Et comment allons-nous devoir nous situer à partir du moment où nous avons conscience de cette souffrance des animaux, c'est-à-dire nous en prenons connaissance par l'intermédiaire de toutes sortes de dispositifs qui peuvent être médiatiques, documentaires, témoignages et choses de ce genre. Le fait est que l'imagination de la souffrance des animaux, c'est-à-dire l'élargissement en quelque sorte de nos capacités imaginatives à des animaux qu'on ingère, à des animaux qui sont nos compagnons, à des animaux qui font aussi notre biodiversité, ne va pas de soi. C'est aussi un phénomène culturel et que notre culture nous a peut-être habitués à cloisonner finalement notre sensibilité. Et bon, il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé justement d'une question d'élargissement de la sphère du nous, c'est-à-dire qu'en fait, le vivre ensemble repose aussi sur une capacité, peut-être pas de l'empathie ou de sympathie ou d'identification, mais en tout cas une capacité à intégrer un certain nombre d'êtres autres et parfois lointains dans un nous, c'est-à-dire les penser comme l'un d'entre nous. Ça ne veut pas dire notre égal, ça ne veut pas dire le même, ça ne veut pas dire notre frère. Voilà, c'est exactement ça. C'est que, évidemment, le nous est toujours une pluralité. Il n'y a pas d'identité, sinon c'est du on, comme disait Heidegger. C'est de la masse, si vous voulez. Donc il y a un nous et un nous pluriel. Et je crois que c'est ça la question, en fait, c'est que, disons, peu importe tous les efforts qu'on va faire pour conceptualiser l'animal comme étant doté d'une conscience, comme étant éventuellement communicant, comme ayant comme nous un langage, comme ayant comme nous des impressions, des sensations, des émotions, etc. En fait, il n'a pas besoin d'être comme nous pour que nous respections sa souffrance. Et donc, je pense que ces histoires d'abattage qui sont cruelles, finalement, dont on perçoit la cruauté par rapport, évidemment, à nos standards, par rapport à la manière dont nous identifions nos valeurs quand nous regardons dans la glace, en quelque sorte. C'est-à-dire, qui sommes-nous si nous tolérons, non pas la souffrance animale, qui est peut-être, là il faudrait faire la différence, mais en tout cas une forme de maltraitance. C'est-à-dire, en fait, la souffrance devient de la maltraitance à partir du moment où elle n'est pas, adressée d'une part, et d'autre part, évitée au maximum. Et là, je citerai un cas que j'ai lu justement en rapport avec cette question. Vous savez sans doute que donc un certain nombre, dans toute culture, il y a traditionnellement des modes d'abattage des animaux qui sont très ritualisés, qui sont très encadrés par la loi. Parfois, on pardonne, on demande pardon à l'animal. Parfois, on s'entoure de toutes sortes de rituels. Parfois, donc, il est approché pendant un certain temps, puis finalement détruit tout en lui demandant pardon. Et par exemple, dans le judaïsme, le couteau qui va trancher la gorge de l'animal doit, dit-on, pouvoir trancher un cheveu qui est dans l'air, qui est suspendu en l'air. C'est-à-dire qu'il doit être tellement affûté que, justement, l'animal va mourir, mais l'animal va mourir avec le moins de souffrance possible, si vous voulez. Et ça, c'est une question qui est vraiment très centrale. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais en tout cas, clairement, la relation à l'animal passe par... en tout cas dans l'abattage, passe par la prise en compte de sa souffrance et l'évitement maximum de sa souffrance. Alors ça veut dire quoi? Qu'on redécouvre notre part d'animalité, donc il y a une part de nous qui est dans notre animal, et est-ce que ça sert dans la critique de la société telle qu'elle est aujourd'hui, à qui on reproche sa déréalisation? Autrement dit, est-ce qu'on utilise ça, est-ce que ça nourrit notre besoin de revenir les pieds sur terre, et ce qui rejoint les interrogations que l'on a sur l'alimentation? Oui, alors effectivement, peut-être qu'on redécouvre aussi, je ne pense pas qu'on le redécouvre, mais en tout cas qu'on parle peut-être plus volontiers et d'une manière peut-être plus partageable du fait que notre âme est liée à un corps, tout simplement. Je crois qu'on peut aussi poser les questions dans ces termes. C'est-à-dire que nous avons quand même nous avons eu culturellement tendance à séparer les phénomènes spirituels des phénomènes matériels. Et en cela, d'ailleurs, je voudrais, pour rebondir aussi sur des questions qui ont été soulevées dans la journée, rappeler que notre système démocratique est fondé sur l'exclusion de ceux justement qui s'occupent du corps, à savoir des paysans. Et je crois que ça, c'est une exclusion relative, mais le fait est que, par exemple, notre vocabulaire
C'était un peu d'ailleurs le point de départ de mon livre qui s'appelle La démocratie au champ et qui est paru récemment. Notre vocabulaire, qu'il s'agisse de citoyenneté, de politique, réfère, si vous voulez, l'activité politique à la vie urbaine et pas à la paysannerie, pas au monde rural. Si vous voulez, le citoyen, c'est l'habitant de la cité, de même que le bourgeois, c'était l'habitant du bourg qui excluait le manant, etc., etc., de même que la politique. Donc, on peut dire vraiment, et pas seulement en France, d'ailleurs, dans un très grand nombre de pays, que d'une manière générale, le paysan a été considéré comme un animal non politique, comme un animal apolitique, comme un animal. Pourtant, ils sont dragués en permanence, les paysans. Mais c'est peut-être plus récent, d'une part, et d'autre part aussi fondé sur l'ignorance de leur contribution démocratique proprement dite, parce que là, politique s'entend au sens de, on va dire, de Aristote, c'est-à-dire, c'est pas, moi je n'aime pas tellement la substance, enfin l'idée du politique, mais il est vrai que la politique peut être considérée non pas comme un mode de gouvernement, simplement une mécanique de gouvernement, mais aussi comme, disons, la dimension de gouvernement qui entre dans les activités interhumaines, quelles qu'elles soient, que ce soit les activités de la famille, même chez Aristote, il y a un gouvernement dans la famille, que ce soit celle dans l'hôpital, dans la boutique, dans le lieu de travail, etc., etc. Donc quand on est plusieurs humains, même à des âges et des ethnies différentes, il faut qu'on se mette d'accord, et toutes les modalités qui nous permettent de nous mettre d'accord, c'est ça qu'on appelle la politique, en quelque sorte. Et donc là, en l'occurrence, je pense que les paysans, pour toutes sortes de raisons, ont été destitués de cette faculté. C'est très étonnant, la constance avec laquelle, et la violence aussi, avec laquelle cette destitution, cette disqualification, cette humiliation, cette indignation se sont faites, en particulier parce que justement le paysan est un être pécuniaire. Il est férocement attaché à son lopin, il est grossier, il est laid, d'ailleurs on le représente dès le Moyen-Âge comme un être ridé, bossu, noir, de figure, rapetissé, etc. Et bon, après ça va continuer, hein, et puis je pourrais citer des très grands auteurs qui ont vomi sur les paysans, et c'est cette déqualification, disqualification est liée au fait que c'est un corps sans âme, si vous voulez. C'est quelqu'un qui s'occupe de produire de la nourriture, alors non, de l'aliment, hein, il ne faudrait pas dire nourriture parce que là il y a une spiritualité, donc il s'occupe de produire de la bouffe qui va être ingérée pour que nous tenions notre machine corporelle en forme, et du coup, étant entièrement du côté du corps, du vivant, du biologique, de la reproduction, de la consommation, il n'a pas voix au chapitre en matière de ces hautes affaires spirituelles que sont les discours politiques et la délibération publique. Donc c'est assez logique qu'on l'ait trouvé, je veux dire, le dualisme pratique, théorie, spirituelle, corps, etc., va déteindre sur notre vision de la paysannerie et de la nourriture aussi, et de l'aliment et des animaux. Parce que justement, les animaux, ce sont des animaux machines, hein, comme disait Descartes, enfin, sans qu'il, lui, il l'a pensé de manière beaucoup moins radicale, mais les animaux n'ont pas d'âme, si vous voulez, dans le rationalisme mécaniste du XVIIe siècle. Et du coup, comme ils n'ont pas d'âme, eh bien, ce sont des choses, en quelque sorte. Une parenthèse du siècle des Lumières qu'on est aussi en train de refermer, enfin une part du siècle des Lumières qu'on est en train de refermer. Effectivement, on a pu se développer, s'engager dans la société industrielle en séparant l'âme du corps et en considérant la planète, les ressources, les animaux comme des matières premières à utiliser sans compter. Oui, et puis aussi à dominer, à maîtriser, à voilà. Enfin, peut-être on... Bertrand Hervieux, les paysans, effectivement, ont l'impression, alors j'emploie le mot paysan, à juste titre, j'aime bien le mot paysan, paysage, voilà, quand je suis dans un paysage, c'est les paysans qui l'ont fait. Effectivement, on a l'impression que tout leur échappe. Ils ont l'impression de ne pas être très aimés, or sans eux, on n'arrivera à rien. Quels sont les leviers pour changer l'image qu'on a du monde paysan, sans lesquels, encore une fois, il n'y a pas d'alimentation durable? Je pense que dans la discussion d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pistes qui ont été ouvertes pour nous en tenir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je reviens sur cette échelle des collectivités. C'est vrai qu'à l'échelle nationale, nous voyons bien les difficultés de faire émerger des projets... sinon consensuel, au moins convergent. Il y a une vraie difficulté, il faut le reconnaître, et les raisons en sont multiples. En revanche, il est intéressant de noter qu'à des échelles intermédiaires,
la région, au sens administratif du terme. On s'aperçoit que dans les régions, par exemple, le débat entre les autorités politiques régionales, mais aussi avec les autres partenaires qui représentent différents intérêts et le monde agricole est plus facile. Je ne dis pas que tout est simple, mais en tout cas, on constate qu'on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre d'orientations qui sont partagées. Et ce qui ressort des discussions d'aujourd'hui, c'est qu'à des échelles alors infrarégionales, donc l'agglomération, le bassin versant, des communautés de communes, il est là aussi moins difficile, je dirais, de mettre un ensemble de partenaires autour de la table. Sachant que ce qui est important, et c'est ça la grande difficulté, si vous voulez, c'est d'arriver à construire un projet qui soit partagé, qui ne soit pas, qui bien sûr prenne complètement en compte les intérêts de ce groupe social, mais qui a des intérêts lui-même extrêmement divers, voire conflictuels. Donc, il faut trouver des échelles, des espaces publics, pour le coup des espaces à la fois citoyens et économiques, qui permettent cette rencontre et qui permettent progressivement l'émergence de nouveaux projets pluriels. Notre difficulté, et en France plus qu'ailleurs, c'est que d'une certaine façon, nous avons connu un âge d'or. Nous avons connu un âge d'or qui a été cette période très très brève, en gros qui va de 1955 à 1965, une période d'une dizaine d'années où à peu près tout le monde était d'accord sur le projet agricole. C'est-à-dire qu'il y avait un accord entre les politiques, entre la profession au sens large, portée à ce moment-là par les jeunes agriculteurs, par l'État et par les consommateurs qui attendaient une alimentation importante, à bas prix, etc. Donc il y a eu là un moment exceptionnel où tout à peu près convergeait. Et ça a porté ses fruits. Alors que nous étions déficitaires en tout, nous sommes devenus une grande puissance agricole. Bien sûr, il y a eu des politiques agricoles. Il y a eu la politique agricole commune. Il y a eu les lois de Bray-Pisani. Et tout ça s'est coagulé à un moment donné, avec des résultats qui ont été formidables et qui ont dépassé les espérances. Et il est toujours très difficile de s'arracher et d'inventer de nouveaux dispositifs quand on a traversé un moment qui a été un moment de grâce et qui n'est évidemment par définition pas reproductible. Oui, c'est quand même étonnant que cette profession qui a connu et voulu une révolution incroyable en très peu de temps au lendemain de la guerre, aujourd'hui soit accusée de ne rien vouloir changer, alors qu'elle a donc démontré sa capacité à s'adapter à une demande politique, à une demande de la société. Pour terminer, Joël Zask, derrière tout ce que l'on dit, il y a une autre révolution, parce que cette dichotomie âme-corps qui est en train d'être questionnée à nouveau, elle remet en cause finalement les fondements philosophiques de notre société industrielle. Comment on accompagne ça alors qu'on est une société de peur, alors qu'on est une société qui a peur que tout s'effondre et qu'on sent venir des tendances à déifier la nature, à considérer que la nature est intouchable, que les lois de la nature sont figées, nous interdisent et nous puniront à un moment ou à un autre. Comment on trouve le chemin pour accompagner ce qui semble être véritablement une révolution derrière la question de l'alimentation durable? Voilà une question qui inclut énormément de questions. Je voudrais juste rebondir sur un petit élément qui m'a semblé très important au cours de la journée. C'était en quelque sorte la nouvelle alliance qui se dessine entre justement les paysans et les mangeurs ou les consommateurs. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental dans l'ensemble des associations qui se créent entre justement producteurs, comme on dit, ou consommateurs,
à savoir que dans les deux cas, il s'agit de culture. Voilà. Enfin, je voudrais rebondir un petit peu sur cette idée de culture que vous avez également soulevée, qui a été un peu lancinante au cours de la journée. On a parlé de mœurs, on a parlé de mentalité, on a parlé d'habitude, on a parlé d'idéologie. Mais le fait est que la culture, ça signifie faire pousser. Cultiver, c'est faire pousser. Et ce que j'ai aussi découvert en quelque sorte un peu en filigrane à travers les diverses figures du paysan que j'ai étudiées sur la planète, c'est que justement le paysan est à la fois un cultivateur et un jardinier. C'est-à-dire idéalement, en tout cas c'est presque un idéal type au sens de Weber, le paysan est à la fois quelqu'un qui cultive la terre pour en tirer la subsistance de l'humanité, mais en même temps qui la garde. Et là on est dans quelque chose qui est écologique et qui est vraiment presque, je dirais, la définition de ce qu'est une culture. Faire pousser des enfants, ça veut dire à la fois les rendre indépendants, leur apporter ce dont ils ont besoin pour qu'ils grandissent, et en même temps en prendre soin, faire en sorte qu'ils arrivent entiers à l'âge adulte, en quelque sorte, et même au-delà. Donc, si vous voulez, le couplage entre le fait de tirer sa subsistance de la terre et le fait d'en prendre soin, me semble être vraiment à la fois la définition de la culture. C'est une idée qu'on a chez les Grecs, chez Déméter, par exemple. Déméter, déesse, à la fois donc de l'agriculture, des civilisations. Et justement, je pense qu'il y a aussi dans l'alimentation, c'est-à-dire notre rapport à la nourriture, et qui n'est pas l'aliment, il y a dans ce rapport quelque chose qui est éminemment spirituel, évidemment, mais qui, par ailleurs, est aussi une culture. C'est-à-dire que nous devons... où nous pourrions, disons, avoir une relation culturelle, c'est-à-dire de culture, de mise en culture de notre propre alimentation, ce qui nous permettrait en quelque sorte de nous développer et de nous situer dans les mêmes eaux, ou si on peut dire dans les mêmes terres, que les paysans cultivateurs eux-mêmes. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement, je pense, une alternative très forte, d'une part à la dualité entre le consommateur et le producteur, et d'autre part, aux dualités aujourd'hui très, très, très fortes entre une agriculture dominante, dominatrice, qui maîtrise les phénomènes, qui en supprime la part d'imprévisibilité au maximum, et au contraire, une espèce de retour à la nature fantasmatique qui consisterait en gros à se mettre tout nu entre les mains d'une saine nature qui ne nous voudrait que du bien. Donc là, entre les deux, je pense qu'il y a la culture, justement, et cette culture s'entend aussi bien au niveau de la paysannerie qu'au niveau de nous autres qui sont des mangeurs. Merci beaucoup, Joël Zask. Merci, Bertrand Hervieux. Merci de les applaudir.